Bon, c'était une blague, bien sûr, mais ils ont un Léonard de Vinci. Je suis allé dans ma librairie préférée à Florence et j'ai acheté une très rare première édition d'Einaudi, une collection d'écrits d'humanistes italiens, tout, vous savez, Pétrarque, Marcille Ficin, jusqu'à Léonard de Vinci et Machiavel, quand on voit tout ça réuni dans un seul gros volume comme ça, je me suis dit, waouh, ces gars-là, ils ont absolument tout fait. Ils avaient tout prévu, ils avaient une longueur d'avance sur tout le monde. Toujours, ils ne peuvent pas être réduits au statut d'une vulgaire colonie de l'OTAN, vous savez. Alors, vous savez, vous allez vous révolter quand vous verrez ce passé glorieux. Et la pensée et la connaissance surtout, vous savez. Alors, si il est impossible de faire une tournée comme celle-ci, par exemple, en Allemagne ou en Grande-Bretagne ou même en France, Nima, impossible, impossible. Il n'y a pas assez de liberté d'expression pour permettre quelque chose comme ça. C'est donc un véritable honneur pour moi d'être présent ici. Et c'est également un grand honneur de pouvoir apprendre à leur côté. Et c'est un honneur d'apprendre, vous savez, de ce grand État civilisation qui représente l'ensemble du monde occidental. Et bien évidemment, l'administration Trump, quand elle regarde l'Europe, elle ne voit pas ces détails, vous savez, elle ne perçoit qu'un bloc amorphe dont le centre est à Bruxelles. Leur stupidité, qui est même en tenant compte des niveaux ahurissants de stupidité américaine, surtout dans leurs médias grand public et au Congrès, Bruxelles les bat tous à plate couture. Et ils continuent de dire la même chose, Nima. Même après la stratégie de sécurité nationale, ils se plaignent que Trump les a abandonnés, que maintenant l'Amérique est une autocratie, qu'il est un empereur sanguinaire et que nos valeurs démocratiques sont, vous savez, réduites en miettes. Et ils ne comprennent toujours pas pourquoi. Ils se sont attirés ça eux-mêmes. Oui. Tu sais, ce qui m'étonne vraiment, comment l'Union européenne est contre le peuple. Absolument. Ils sont absolument contre les citoyens européens. Et surtout, ils sont contre les citoyens des États-nations. Bruxelles est contre l'Italien moyen, vous savez, celui qui va faire ses courses et qui achète ses produits absolument exceptionnels tous les jours. C'est exactement ça. Ils sont contre les personnes qui habitent dans de petits villages et qui pratiquent une agriculture autosuffisante. Ce genre de choses, oui. C'est une construction artificielle absolument ratée, un échec cuisant qui est maintenant en train d'imploser au ralenti, mais il faudra encore beaucoup de temps pour qu'elle s'effondre complètement. Il y a beaucoup de discussions concernant des sorties du type Brexit de l'Union européenne, ce qui est une chose qui pourrait se produire, je dirais, d'ici 4 ou 5 ans, c'est certain. Mais le problème le plus important, celui qui nous concerne tous du point de vue de notre vie quotidienne, c'est que cette implosion s'accompagne malheureusement d'une augmentation générale des impôts partout. Oh, de plus en plus, on assiste à la disparition des services publics, une plus grande concentration de la richesse. Par exemple, le 1% en Europe, ils accumulent une richesse inimaginable au détriment de l'ensemble du Sud global, en fait. Quand on conduit dans la région, c'est absolument incroyable. Nous avons traversé le Chianti et le Val d'Orcia en allant à Montalcino, qui est le Saint Graal du vin, bien sûr. J'y vais chaque fois que je viens en Italie. Et mes amis me disaient, tu vois toutes ces villas spectaculaires de 5-6 millions ici, elles n'appartiennent plus à des Italiens. Elles appartiennent à des Anglo-Américains. Elles appartiennent surtout à des Britanniques et des Américains et des gens qui travaillent sur les marchés financiers. Fonds d'investissement, fonds spéculatifs. Et ce qui est fascinant, c'est que nous déjeunions merveilleusement bien à Montalcino en dégustant le meilleur Brunello. Et j'ai prêté attention à la conversation de la table d'à côté. Et devinez ce qui se passait. Un Américain était en train d'acheter une villa à une femme italienne. Et je pense qu'ils ont conclu l'affaire au dessert.
Elle était désespérée de vendre parce qu'elle était ruinée. La seule chose qui leur restait à elle et sa famille, c'était la villa. Et puis, vous savez, vous voyez cet Américain, il avait l'air minable. Il n'avait même pas l'air d'un banquier d'investissement de New York. Il avait l'air minable, mais il avait l'argent pour acheter une villa dont il ne comprendrait jamais la véritable essence. Probablement une villa datant du 13e ou 14e siècle, vous savez, avec son propre vignoble et tout ça, mais il avait l'argent pour l'acheter. Horrible. Horrible. Horrible, tu sais. Eh bien, c'est parallèle à pause. En fait, tout est intrinsèquement lié. C'est très intéressant. Parce que l'Union européenne est aussi une énorme machine à laver. C'est vraiment tellement tragique, Pépé, quand tu... C'est vraiment tragique. Oui, c'est une vraie tragédie. Absolument. Oui, parce que quand on parle du C5 et que l'Europe n'en fait pas partie, et avec le cas de cet échec en Ukraine, et vous savez, je ne sais pas s'ils mettent tous leurs œufs dans le même panier, vous savez, dans le panier des États-Unis, Depuis le début, ouais. Ils n'entrevoient aucune alternative pour leur avenir. C'est là tout le problème. Je me demande combien de temps ils pourront encore supporter ce genre de situation. De quoi ont-ils donc besoin? Jusqu'à ce qu'ils implosent, Nima. Ils continueront sans cesse jusqu'à leur implosion complète et ce sera une implosion parallèle de l'UE et de l'OTAN. Ils ont créé cette sorte de mentalité, cette conception du marché, selon laquelle il faut absolument des concurrents pour qu'ils puissent être considérés comme viables. Mais lorsqu'il s'agit de la politique, de l'aspect politique, ils vont complètement dans la direction opposée. C'est une question purement idéologique. Leur phase de pensée, vous savez, ils ne poursuivent une sorte de mentalité selon laquelle il n'y a aucune alternative. Qu'une des plus grands partenaires des Européens serait la Russie. Vous savez, la Russie, personne comme la Russie ne peut être l'ami de l'Europe, mais ils ne le voient pas de cette façon. Ils voient les États-Unis appartenir à cette région. Et vous savez, ils se dirigent vers la Chine. Dans le nouveau document, il montre comment les États-Unis se concentrent sur la Chine et la montée en puissance de la Chine. Il n'y a pas de place pour les Européens dans cette stratégie des États-Unis et il n'y a aucune volonté chez les Européens de comprendre cette situation. Pause. En ayant connaissance du scénario qui a été élaboré par ce que nous appelons, c'est une terminologie très imparfaite, celle des élites mondialistes, sans aucun doute. Ces atlantistes, ces mondialistes qui prônent un seul monde, un seul gouvernement, une seule machine de répression, ils n'ont que faire des identités individuelles à travers toute l'Europe. Ils ne se préoccupent que de la machine qui va mettre en œuvre ce gouvernement mondial à travers l'Occident, en fait, à travers tout l'Occident. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu de plan B. Et si l'on approfondit une analyse philosophique, métaphysique, ontologique, stratégique, la Russie est la seule barrière, une barrière sérieuse contre la propagation de cette arnaque mondialiste, en fait. La Russie est une société très unie, conservatrice dans ses valeurs. Elle fait l'éloge de la famille traditionnelle. Elle n'est absolument pas woke et ne le sera jamais. C'est chrétien orthodoxe, ce qui est déjà un anathème par rapport à l'Église catholique romaine. Il croit en la religion, il est profondément religieux. Tout cela va à l'encontre de l'agenda mondialiste. Donc, ils doivent détruire la Russie pour mettre en œuvre leur programme. Et maintenant qu'ils voient que c'est impossible, pas étonnant qu'ils soient dans un état de panique totale. Oui, mais je veux dire, c'est au-delà de la panique maintenant. Vous savez, c'est tellement... C'est quand le Titanic était déjà au fond, vous savez, il n'y a nulle part où aller. Il n'y a jamais eu de plan B et ils continuent de dire la même stupidité de la méduse toxique qui, en fait, elle devrait être dans le Botticelli.
si Botticelle, un Néo-Botticelli repeignait Pallas et le centaure, elle devrait être le centaure, tu sais, et Minerve aurait sa lance, tu sais, prête à l'écraser. Mais, et bien sûr, cette indescriptible stupidité, la folle estonienne responsable de la politique étrangère de l'Union européenne. Comment qualifier cette femme? C'est tout simplement impossible. Elle, tu sais, le compteur de stupidité a été complètement pulvérisé par elle. Et bien sûr, il y a des gens à Bruxelles qui disent « Oh, cette femme, elle est ridicule, mais il n'y a aucun moyen de l'expulser. Ces gens-là sont ultra protégés. » Même dans le contexte de l'affaire Pfizer, von der Leyen ne peut pas être expulsée parce qu'elle est protégée de manière inébranlable. Et c'est bien le système de la porte tournante, n'est-ce pas? Ces individus, une fois qu'ils ont achevé leur mandat, se retrouvent réintégrés au sein d'une autre institution où ils continuent d'exercer un pouvoir du même ordre. Vous voyez? Comme Stoltenberg et tous ces autres. Eh bien, c'est donc, pour revenir à ce dont nous parlions au début, il faudra des générations pour changer cela. J'espère, pas plus d'une ou deux, mais peut-être, vous savez, le 10e siècle, pour que ça change. Et c'est aux populations des différents États-nations d'Europe de décider. La Hongrie est peut-être en train de donner l'exemple. La Slovaquie pourrait bien la suivre. Peut-être l'Autriche de temps à autre, mais l'Italie, c'est une situation compliquée, Nima, parce que l'Italie est en fait une néocolonie complète de l'OTAN, entièrement sous le contrôle des Américains et des globalistes, donc cela va être extrêmement difficile. Et les membres de la 5e colonne en Italie, ils possèdent une puissance considérable et ils continueront d'être très puissants. De Carlo de Benedetti, qui a orchestré la destruction d'Olivetti, à Mario Draghi, qui, soit dit en passant, possède lui aussi une gigantesque villa en Toscane, comme ils le font tous, vous savez. En fait, en Ombrie, les gens en Ombrie me parlaient de tous les riches Italiens qui... L'Ombrie, c'est un peu une mini-Toscane, vous savez. C'est moins bondé, moins d'étrangers, et la qualité de vie y est merveilleuse. Tu sais, la cuisine est absolument exceptionnelle. Le climat est vraiment exceptionnel. C'est donc le refuge idéal pour ces personnes. Et ils peuvent acheter une villa pour une fraction du coût d'une villa en Toscane, vous savez. Oui. Ces gens-là ne s'en iront donc pas. La famille Agnelli Elcon, qui possède entre autres le journal La Stampa. Et c'est The Economist, ou la femme... oui, c'est bien The Economist. The Economist également. Ils détiennent d'énormes participations dans The Economist. Donc, lorsque vous lisez The Economist, ce n'est pas la City de Londres que vous lisez, à proprement parler. Vous lisez plutôt un groupe de gangsters originaires du nord de l'Italie, dont l'influence était centralisée autour de la figure d'Agnelli, qui était lui-même un véritable gangster et qui finalement a eu énormément de chance. Le véritable grand entrepreneur du nord de l'Italie, c'est l'histoire d'Olivetti. Eh bien, Adriano Olivetti surtout, le fils. Camillo Olivetti fut le fondateur d'Olivetti en 1908 et Adriano fut l'homme qui a projeté Olivetti vers, vous savez, être une entreprise mondiale humaniste. Et c'était vraiment incroyable parce que j'ai eu l'occasion de parler à un ingénieur de très haut niveau, l'un des hommes qui avait inventé l'électro. Il est responsable des avancées électroniques réalisé par Olivetti dans les années 70 et 80. Et la personne qui nous a fait la visite guidée était une ancienne haute dirigeante d'Olivetti. Et ils parlent de l'entreprise comme de leur propre famille encore aujourd'hui, alors qu'ils sont à la retraite. Vous savez, c'est vraiment incroyable. Et quand ils vous donnent les détails de la façon dont les architectes ont projeté les bâtiments industriels, comment ils ont conçu la raffinerie, où vous allez dans une raffinerie et vous avez, vous savez, des chefs-d'œuvre d'art modernes partout. Et comment ils ont pu concevoir un hôpital et un département complet de services de santé. Comment ils ont construit des crèches. Imaginez, ils ont bâti une crèche au milieu d'un parc gigantesque avec des pavillons japonais afin que les enfants des ouvriers puissent aller à une crèche qui s'intégrait naturellement au paysage.
Quelle entreprise aujourd'hui fait ça à grande échelle? C'est donc la définition de l'humanisme industriel qui a complètement disparu. Et bien sûr, il a été initié ici en Italie. Pepe, après cette réunion qui s'est déroulée au Royaume-Uni entre les Européens et Zelensky, le chancelier allemand Merz a déclaré que l'Allemagne allait envoyer une somme de 52 milliards d'euros à l'Ukraine pour aider l'Ukraine. Quoi? 52 milliards qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, Nima? Et en regardant, vous savez, l'économie allemande aujourd'hui, et je suis ingénieur, Pépé, je regarde les chiffres. Je vois très bien ce qui se passe avec l'économie de l'Allemagne et à quel point l'énergie russe était importante et absolument cruciale pour l'économie allemande. C'est vrai que le meilleur ami du peuple allemand sur cette planète, c'est la Russie, parce que c'est elle qui a permis de maintenir ce type d'économie dont les Allemands ont pu profiter pendant une si longue période. Et ils redoublent d'efforts en Ukraine. Comment voyez-vous le changement de pouvoir de la... Vous savez, il me semble que la partie est de l'Europe. Si l'on considère la Slovaquie et la Hongrie, ils sont plus aux écoles et se comprennent mieux ce qui se déroule avec toute cette situation en Europe et le conflit avec la Russie. Pensez-vous que le pouvoir en Europe est en train de basculer de l'ouest vers l'est ou qu'il se passe quelque chose de significatif sur le continent? Je n'en suis pas certain. Quelle est votre analyse de la situation? Eh bien, bon. En fait, il y a deux vecteurs distincts. Disons qu'il y a un premier vecteur qui s'inscrit un peu dans une logique très orientée vers le style du Brexit, vous voyez. Ce sera la Hongrie, la Slovaquie et quelques autres pays. Mais il existe également une dynamique qui cherche à transférer le pouvoir au sein de l'Union européenne plus précisément, vers un axe comprenant la Pologne. C'est une histoire vraiment très compliquée parce qu'ils souffrent d'un complexe d'infériorité, un complexe d'infériorité absolument énorme et en même temps d'une arrogance folle. Ils croient toujours être dans leur propre empire comme au 17e siècle. Et les Chihuahua Balts, le plan initial pour cette nouvelle OTAN, avant l'opération spéciale militaire, et même en partant du principe que ils seraient en mesure de détruire l'économie russe en l'espace de 6 mois, ce qui constituait leur plan de départ, c'est que cette nouvelle OTAN serait fondamentalement dirigée par l'axe Londres-Varsovie, Chihuahuas Baltique et Kiev. Donc, évidemment, ce plan s'est complètement effondré. Alors, ils essaient de faire entrer la Roumanie dans ce groupe. Et en même temps, nous avons le groupe anti-Bruxelles qui peut devenir beaucoup, beaucoup plus fort. Et nous avons la désintégration des 3 membres les plus importants, l'Allemagne, la France et l'Italie, une fois de plus, devra compter sur les Italiens pour qu'ils se reprennent en main, les Italiens progressistes. C'est une tentative hasardeuse. La France, le pays, est totalement brisé. Le petit roi, son taux de popularité réel est même inférieur à 10%. Il est probablement autour de 5% si jamais il atteint 5%. Tout le monde déteste ce salaud, mais ils ne peuvent pas s'en débarrasser car une procédure de destitution en France est totalement impossible, le système la bloquant. Et les impôts explosent. Les gens sont désespérés, ils ne peuvent plus payer leurs factures. Même la classe moyenne française ne peut plus régler ses factures. Tout le monde sait que ça a totalement dégénéré avec Le Pen qui s'annonce. Et l'Allemagne, avec ce chancelier de BlackRock, c'est son taux de popularité, une fois de plus, est le pire qui ait jamais connu un chancelier de mémoire récente. Et ce, dès sa première année. Hein, oui, sa toute première année. Donc, la désintégration au sein des 3 principales puissances de l'UE est manifeste aux yeux de tous. Et parallèlement, on ressent un profond sentiment d'impuissance. On ne peut rien y faire, absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune articulation politique émanant de la base, quelque chose qui doit impérativement commencer et qui doit mobiliser la jeunesse.
En Italie, il y a déjà de bons signes. Des jeunes qui sont en train de se mobiliser, en particulier contre le génocide à Gaza et contre les guerres de l'OTAN. C'est déjà un bon début. En France et en Allemagne, oubliez ça. Et les Allemands sont beaucoup trop passifs pour commencer quoi que ce soit, vous savez, de minimalement révolutionnaire. Alors, c'est ça le problème. Cela révèle un processus lent, douloureux et toxique de désintégration qui touche les deux institutions, l'UE et l'OTAN, et ce, en parallèle, et impliquant de nombreux acteurs clés dans toutes ces organisations. Mais l'objectif principal serait d'essayer de discréditer complètement le système de Bruxelles. Et c'est quelque chose qui est en train de se produire. Car lorsque nous aurons une victoire russe définitive en Ukraine, où tout le monde devra s'asseoir autour de la table pour écouter et signer les demandes russes, nous en arriverons là tôt ou tard. Alors, la défaite de l'Occident collectif sera flagrante, totale, manifeste, limpide, vous savez, comme vous voulez. Et ce sera le commencement de la fin de cette dissolution, de cette fragmentation, de cet effondrement de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, la clé, si nous devions fixer une chronologie et une date clé, Nima, serait le jour où la Russie dira à l'Occident collectif « Ça y est, nous avons gagné la guerre et voici nos conditions ». Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution.